Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour assister à cet échange, à cette table ronde autour de l'exposition que vous avez vue dans le hall de l'hôtel de ville de la mairie, une exposition sur les tirailleurs de la Loire et qui fait écho à une période particulière cette année puisque nous sommes à la veille du 80e anniversaire de la libération de la France. Un certain nombre de commémorations auront lieu en France, mais aussi à l'étranger, notamment dans les anciennes colonies qui ont été concernées par notre histoire, par cette histoire coloniale. Donc merci d'être là. Moi, je suis Aïssa Bassek, présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais et directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et je suis avec vous pour animer cette table ronde, échanger avec nos 4 intervenants qui ont tous une spécialité, particularité autour de notre sujet, qui va nous animer ce soir et qui, je l'espère, vous questionnera, vous interrogera et ouvrira certainement d'autres portes. Donc sans être plus long, je vais présenter nos 4 intervenants et ensuite l'idée étant d'avoir un échange assez fluide, de leur poser des questions, qu'ils puissent les uns et les autres rebondir aux différentes réponses qu'apporteront nos intervenants. Et nous consacrerons bien évidemment un temps d'échange avec vous sur cette thématique. Donc la thématique qui nous rejoint ce soir, c'est les tirailleurs entre 40 et 44. Donc on a fait le parti pris vraiment de choisir cette période-là aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans une année de commémoration et sinon on aurait énormément de choses à dire. Mais je pense de toute façon que nos intervenants pourront bien évidemment élargir le sujet aux tirailleurs africains et aux anciens soldats issus des colonies. Donc, cher Sako, bonsoir. Vous êtes professeur d'anglais et êtes devenu historien à la suite de votre engagement mémoriel pour la reconstruction du monument aux héros de la mémoire de Reims. C'est un monument qui avait été érigé en 1924 et démantelé par les nazis en septembre 40. Et vous avez milité notamment pour qu'on puisse avoir cette reconstruction. Et vous avez consacré votre thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2020 et qui s'intitule « Mémoire des tirailleurs africains, célébration et représentation. Des origines aux indépendances africaines, vos recherches portent sur les traces mémorielles des tirailleurs africains. » Anthony, bonsoir. Après, je vous tutoie, parce qu'en fait, on se tutoie. Donc là, je vous vois pour introduire la table ronde, mais ça sera plus simple après. Donc, vous êtes enseignant agrégé et docteur en histoire et avez notamment consacré votre thèse aux tirailleurs sénégalais de 1919 à 1940. Et vous avez récemment publié un ouvrage qui s'intitule « Les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours » et qui nous invite notamment à regarder autrement l'histoire des tirailleurs sénégalais, à les appréhender dans leurs individualités, car ce sont souvent des soldats qui ont été notamment invisibilisés, tout en les intégrant à une histoire globale, celle des sociétés coloniales. Martin Moore, bonsoir. Vous êtes historien et chercheur affilié à l'Institut des mondes africains. Vous avez notamment publié un ouvrage sur Tcharoy 44, l'histoire de Tcharoy, et on y reviendra pendant cette table ronde. Le titre de votre ouvrage s'intitule « Histoire et mémoire d'un massacre colonial » et vous avez publié aussi de nombreux articles sur la mémoire historique au Sénégal. Et vous vivez actuellement au Sénégal. Et enfin, Didier, bonsoir. Donc vous êtes à l'initiative de ce magnifique projet, le projet des tirailleurs de la Loire. Vous êtes enseignant, réalisateur et producteur multimédia. Et après avoir travaillé dans la production de courts et moyens métrages de fiction, votre travail s'est centré sur les écritures documentaires sous toutes leurs formes. Vous enseignez actuellement les narrations interactives au sein du master CEN de l'Université de Paris 8 et vos sujets de prédilection sont autour de la photographie et des questions mémorielles. Nous allons notamment revenir sur les photographies de l'exposition. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous poser une première question chère. On va commencer par toi.
Est-ce que tu peux nous dire comment était constituée l'armée qui venait des anciennes colonies françaises? Notamment pour faire, notamment pour faire un rappel historique de cette histoire, parce que on parle des anciennes troupes coloniales, on emploie le terme générique qui est tirailleurs sénégalais, mais on a très souvent du mal à se situer dans cette histoire coloniale. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Contrairement à ce qu'elle nous a dit, je ne suis plus professeur d'anglais. Maintenant, je suis à la retraite. Voilà. Mais active. Voilà. Non, plus sérieusement, le recrutement, c'est quelque chose d'assez particulier dans la mesure où il y avait tellement de types de recrutement, et ceci dès le début du XIXe siècle. Les premières troupes coloniales provenaient de plusieurs filières. Il y en a qui étaient engagés, très peu, surtout dans la colonie du Sénégal, la Saint-Louis du Sénégal. Beaucoup étaient dits volontaires, mais c'était plus ou moins des volontaires contraints. Certains étaient d'anciens esclaves affranchis ou des captifs de case, ce qu'on appelle les captifs de case en Afrique, au Mali, au Sénégal. Et c'est une situation entre l'esclavage et le travail forcé, comme on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme type de recrutement? C'était les principaux types de recrutement, sinon c'était tout simplement le recrutement où on allait chercher les soldats, c'était carrément des ziyara, quoi, d'une certaine manière, où c'était des recrutés, mais vraiment contraints, où on allait les chercher les jeunes hommes pour rejoindre. Oui, vas-y. Il faut peut-être préciser qu'il y avait deux grands corps d'armée. Il y avait l'armée d'Afrique, qui concernait les soldats nord-africains, et l'armée coloniale, qui était les autres. Ça, c'était... Oui, j'allais venir à ça, mais comme elle m'a demandé, quand elle m'a posé la question de savoir d'où ça venait, mais cette tradition remonte en tout cas à la fin du XVIIIe, lors de la présence anglaise au Sénégal, parce qu'il y a eu une présence anglaise au Sénégal, où les Sénégalais, la France et l'Angleterre se sont combattus assez longtemps, et aussi bien les Anglais que les Français utilisaient des indigènes pour participer à leurs différentes batailles. Et beaucoup plus tard, évidemment, ça allait au XXe siècle, ce qu'on appelle les troupes coloniales, à distinguer de l'armée d'Afrique, qui concerne essentiellement l'Afrique du Nord, tandis que les autres sont plus connus sous la dénomination de tirailleurs sénégalais. Ils sont dits sénégalais, bien entendu, ils ne viennent pas que du Sénégal, ils viennent de toute la région de l'Afrique de l'Ouest, et principalement de l'actuel Mali et l'ancien Soudan français, qui était le principal vivier. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sinon je risque d'être très long. Je vais faire la maîtresse du temps. Anthony peut-être pourra rebondir. Est-ce que tu peux du coup nous préciser l'origine du terme sénégalais, du terme tirailleur sénégalais, et nous préciser également quel a été le rôle de ces troupes et leur destin pendant la Seconde Guerre mondiale? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc le terme sénégalais, en fait, il vient de 1857, le moment où les tirailleurs sénégalais avaient été créés. On était vraiment ici sur le littoral sénégalais. Au fur et à mesure, déjà ils ne sont pas tirailleurs, parce que les tirailleurs c'est l'infanterie légère, et ils sont de moins en moins sénégalais, en sachant que dans les périodes de recrutement, notamment entre deux guerres, etc., où on a besoin d'un petit peu moins d'hommes, on va plutôt privilégier les recrutements vers l'actuel Niger, l'actuel Mali. Le but c'est d'éviter qu'il y ait une révolte au Sénégal. Et au fur et à mesure, si vous voulez, les tirailleurs sénégalais, pour l'Afrique occidentale française, vous allez aller jusqu'à la frontière ouest actuelle du Tchad, et même la l'AEF, pendant un certain temps, donc du nord du Tchad jusqu'à la République démocratique du Congo. On parle aussi de tirailleurs sénégalais. Il y a un moment où on parlait de tirailleurs gabonais, par ça. Après, on s'est entendu sur ce terme générique. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, il faut
Finalement, l'histoire des tirailleurs sénégalais, elle s'inscrit dans l'histoire de l'armée française, c'est-à-dire elle est aussi diverse qu'eux. Vous allez en retrouver dès 1939. On a plus de 100 000 tirailleurs qui sont déjà sur place, qui viennent essentiellement d'AOF. Il y a une accélération à partir de 1937, mais très souvent ce sont des vrais soldats, c'est-à-dire ça fait un moment qu'ils servent dans l'armée française. Et au fur et à mesure, on va même avoir des combats fratricides, comme dans l'armée française, des combats entre tirailleurs. Et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais si vous voulez, ceux qui vont suivre la offensive, il faut bien vous dire, vous avez un livre d'Eric Jennings qui dit la offensive sud-africaine. Il ne faut pas vous imaginer, quand on regarde des partisans de Gaulle, etc., c'est par le cliché, mais le Breton avec son béret et sa baguette, la moitié des troupes viennent de l'Empire. Quand je dis de l'Empire, c'est vraiment dans sa globalité. Donc finalement, la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir des tirailleurs prisonniers, des tirailleurs massacrés, des tirailleurs dans la résistance, tirailleurs qui participent aux côtés de la France libre au débarquement de Provence, donc ils sont partout entre guillemets, mais leur engagement est beaucoup plus massif que durant la Première Guerre mondiale. Je suis rapide, Chef nous a montré l'exemple. C'est parfait. L'idée c'est qu'on puisse échanger avec le public, donc c'est super. Du coup, Martin, est-ce que toi tu peux nous expliquer ce qu'ont vécu les tirailleurs, qui ont connu la défaite de 40, ce qu'ils ont vécu, et déjà nous préciser ce qu'est la défaite de 40. Alors, la défaite, merci beaucoup, merci Didier pour l'organisation de la table ronde. Bonjour à tous. La défaite de 40, je pense que les gens connaissent assez, relativement. La mobilisation qui est très importante en 1959. On a la guerre qui est déclenchée et on va avoir ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et au printemps, début de l'été 1940, on a des vagues qui s'engagent et qui sont des vagues dans l'armée française, en moins d'un mois les défaites. Et on va avoir les unités de tirailleurs qui sont mobilisées à ce moment-là, qui vont être défaites comme le reste de l'armée, mais avec la particularité qu'elles vont être victimes de massacres de la part de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Le plus célèbre étant celui de Chastel. On a des massacres un peu partout sur le territoire français. Et à ça, je vais pouvoir revenir sur ce point-là un petit peu, on va avoir aussi une captivité qui va être assez singulière, où à la différence des prisonniers français de métropole, qui vont être déportés en Allemagne, les prisonniers coloniaux, donc indochinois, malgaches, nord-africains et l'Afrique subsaharienne, vont être gardés sur le sol français par peur de contagion raciale, donc les Allemands ayant peur que ces troupes coloniales transmettent une maladie s'ils les gardaient en Allemagne. Donc on va avoir des fronts de Stalag qui sont sur le front, et dans ce cadre-là, on va avoir en fait une captivité qui est très, très singulière, puisqu'à partir, je ne sais pas encore, mais à partir de 1942-1943, ce qui correspond à l'ouverture du front sud, du front est, la Wehrmacht déplace en fait ses officiers, ses sous-officiers, et les troupes coloniales vont être gardées par des officiers français qui étaient les propres officiers qui encadraient cette troupe, ce qui est quelque chose qu'on ne voit absolument pas dans les conventions de guerre, et en fait, ce qui va ajouter un sentiment d'amertume, de rancœur, d'humiliation, etc. J'ai vu Didier que tu voulais rebondir peut-être. C'était aussi cette histoire de fouler le sol allemand, s'il y avait un traumatisme avec l'occupation de l'Arnaud dans les années 20 et la question de l'Arnaud noir aussi, qui est présente dans l'esprit germanique à ce moment-là. Ça peut justifier, ça peut expliquer beaucoup les massacres en cause, ça rentre en ligne de compte. Il y a les soldats allemands qui sont versés par cette histoire de l'occupation du territoire allemand par les troupes coloniales à la fin de la Première Guerre mondiale. Et durant justement cette période, et aujourd'hui en tout cas actuellement, on évoque beaucoup la question des résistances, des résistants, et notamment des figures connues. On a eu encore récemment l'entrée au Panthéon de Manouchian. On commence à voir émerger des figures de la résistance africaine, notamment autour de la figure d'Adiba.
La question que j'aimerais vous poser, peut-être à toi, Cher, c'est pourquoi en fait aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en avant, plus en avant en tout cas ces types de figures, et est-ce que, au-delà de la figure d'Adiba, qui est celle qui est la plus connue à mon sens sur la question des résistances, est-ce qu'on en connaît d'autres? Est-ce qu'on a d'autres figures de la résistance issues de ces anciennes troupes coloniales qui ont eu des faits de guerre et qui pourraient ou mériteraient peut-être de rentrer au Panthéon parce qu'ils ont été des anciens soldats issus des anciennes colonies et donc à l'époque français? Question difficile. Bon, il y en a eu quelques-uns. Moi, je peux prendre celui auquel je pense tout de suite, plus rapidement, c'est Ntiorémé, qui a été aussi assassiné par les troupes allemandes, toujours pareil en 1940. Mais la question de la résistance ne saurait être évoquée sans parler de la figure de Félix Éboué, qui en août 1940 permet en tout cas l'avancée de ce qui a été convenu d'appeler la colonne Leclerc. Et cette colonne, elle a pu voir le jour parce que le gouverneur général Éboué, Félix Éboué, de Guyane, natif de Guyane, qui est au Panthéon, c'est pour ça que je fais le bien, a permis à De Gaulle d'avoir un territoire français. Le premier territoire de la France libre, c'est effectivement là-bas, parce que sans ce territoire, De Gaulle ne comptait pour rien aux yeux des Anglais et des Allemands. Il dit, mais vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas de territoire. En fait, si De Gaulle a pu s'imposer au plan international et diplomatique, c'est partiellement, et enfin en grande partie, grâce au travail de Félix Éboué. Après, les résistants de grande envergure comme Adiba, je n'en connais pas parce qu'il a été impliqué dans tellement de maquis, dans tellement d'opérations, mais je ne peux pas, je suis désolé de ne pas répondre à cette question. Peut-être qu'Anthony pourra me citer des noms d'autres personnes aussi célèbres, en tout cas, à mon avis, je n'en connais pas, mais il y en a eu énormément d'anonymes qui sont battus et qui n'ont jamais été mis en avant pour les raisons qui ont été évoquées plus tard, je suppose, de blanchiment, etc. Merci. Du coup, ça rejoint un peu la question que je voulais poser à Anthony. Tu as évoqué notamment la figure de Félix Éboué, d'Adiba autour des résistances. Ma question, c'était pourquoi l'AEF est parmi les premiers territoires à rejoindre la France libre? Merci. C'est vrai que l'AEF, ça va très très vite, c'est-à-dire Leclerc arrive le 26 août dans cette région-là, et bon, Félix Éboué est le premier en tant que gouverneur du Tchad. Félix Éboué, son histoire elle est intéressante, il appartient à ces élites qui ont été formées, qui connaissent finalement le système français. On dit souvent que les tirailleurs sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale sont plus politisés que pour la Première Guerre mondiale, mais en 1916, allez demander à un soldat lozérien pourquoi il se bat. Il n'y a pas longtemps, un ancien ministre de l'Éducation nationale, pour ne pas citer son nom, a dit que je crois c'est 400 000 morts, il a dit pour le chemin des dames, il n'a pas été à la même école, mais il disait qu'il s'était battu pour la nation. C'est faux, pendant la Première Guerre mondiale, c'était très dur de donner du sens à la guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français, mais au-delà des Français, quand je dis les Français, c'est l'Empire, comprend assez rapidement le sens de la guerre, surtout à partir de 40, 41, avec la propagande anglo-saxonne. Donc Félix Éboué, avant même ça, il comprend le sens de la guerre. C'est beaucoup plus difficile. Qui a entendu l'appel du 18 juin, côté français, De Gaulle est moins connu que Pétain, encore question tout de suite d'antisémitisme, c'est beaucoup plus dur de saisir le combat finalement à l'intérieur de la France. Et si vous prenez le cas de Madagascar, par exemple, Madagascar, donc, qui va rester un territoire sous direction de Vichy, va rejoindre beaucoup plus tard les Alliés, mais grâce aux Britanniques. Et du coup, il n'y aura pas ce lien avec la France libre. Donc la l'AEF va vraiment constituer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le bastion territorial qui manquait. Et quand on dit la France libre fut africaine, c'est pas un effet de style, c'est pas un beau titre de livre. Voilà, on a vraiment le socle qui manquait, puisque De Gaulle, bien sûr, a pu se réfugier en Grande-Bretagne, mais c'est vraiment sur l'Empire qu'il va pouvoir s'appuyer. Et dites-vous que toutes les campagnes vont repartir de l'AEF, on
il y a vraiment une différence, hein. C'est une rupture dans l'histoire des tirailleurs sénégalais, qui jusque-là, finalement, on parlait surtout de soldats d'AOF quand on sortait de l'Afrique. On oublie que la plupart du temps, les tirailleurs combattaient sur le continent africain, et donc ils ont participé aux campagnes en remontant vers la Libye, la campagne du Fezzan notamment, la bataille de Bir Hakeim, qui est le grand combat de la France libre. Tapez Bir Hakeim, mettez-vous sur Google Images, c'est pas la réalité, hein. Sur les 3700 combattants, les 2 tiers viennent de l'Empire. Georges Koudougou, qui va être fait compagnon de la Libération, il est mortellement blessé, on l'expédie vers Alexandrie, et il va mourir à l'hôpital. Et ce combat de Bir Hakeim, c'est vraiment le grand combat de la France libre, c'est un combat de résistance, hein. On est face à des forces italo-allemandes qui sont 10 fois supérieures, qui vont permettre la victoire d'El Alamein. Donc vraiment, cet engagement, il n'est pas à minorer. Et ensuite, tout le monde se rejoint en Algérie, donc sur le plan politique, il faut trancher entre Giraud et De Gaulle. Il y a déjà une première opération de blanchiment, on va arriver sur les suivantes, mais en tout cas, les tirailleurs, déjà du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, avaient été mis en avant avec le film indigène, donc sont fortement présents pendant le débarquement donc, en Provence. Et il y a beaucoup de tirailleurs sénégalais qui sont également présents. Et au fur et à mesure, on va y arriver après, plus on remonte vers le nord, plus ils vont être remplacés par des résistants. Mais ce que vous avez là sont des hommes qui combattent depuis 2 ans. Ce sont d'authentiques militaires. En aucun cas, je minore la résistance française. Hein, attention, hein, ce sont des gens courageux, etc. Mais ils ne sont pas habitués à évoluer en formation militaire. Et donc, la décision, on va y revenir sur le plan climatique, etc. Mais c'est une décision stupide sur le plan militaire. On met des gens, imaginez aussi la violence, hein, c'est-à-dire on prend un tirailleur, on prend un résistant qui fait à peu près la même taille, le tirailleur se déshabille, il enlève ses vêtements militaires, c'est ça. Et au-delà de la violence pour l'homme, il faut bien prendre conscience de la décision sur le plan militaire. Ces hommes qui ont combattu mais dans des endroits terribles, qui sont chevronnés, qui sont prêts pour continuer, qui ont compris le sens du combat, etc., on les remplace par des résistants qui savent exactement ce qu'est le combat, mais en tout cas qui ne savent pas ce qu'est une opération d'unité militaire. Désolé, je suis un petit peu plus. Ça permet, je crois que tu voulais peut-être compléter. Pardon, c'est une émission que j'ai faite tout à l'heure. Dans la colonne Leclerc, il y a à peu près 6 000 hommes, et il n'y en a que 500 qui sont dits européens. Et donc ça veut dire qu'il y a plus de 5 000 soldats qui sont des Africains. Voilà, et ça on le sait peu finalement. On parle toujours de la colonne Leclerc, mais les Blancs, les Européens, ils faisaient 10%, quoi, c'est vrai. Merci. Du coup, Martin, pour aller dans la continuité des propos d'Anthony, notamment sur la question du blanchiment des troupes, question qui est somme toute parfois très controversée, qui fait débat même dans votre milieu d'historien. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie concrètement, ce qu'on appelle le blanchiment des troupes, hein, parce qu'on a eu énormément de débats sur le fait que ça n'a jamais existé, ou sur le fait que, en réalité, au regard du nombre de soldats français dits blancs et au nombre de soldats des anciennes troupes coloniales, l'apport en réalité a été minime, alors que tu l'as rappelé, et tu l'as rappelé aussi Anthony, notamment sur le débarquement de Provence, c'est aussi un débarquement qui a permis au général de Gaulle de s'asseoir autour de la table des négociations. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc je vais te poser 2 questions, parce que tu as attendu notamment sur notre question. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Et ma deuxième question, c'est, donc on a évoqué plusieurs massacres. Tu es un des spécialistes du massacre de Tcharol. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça correspond, et ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, même si tu as une casquette d'historien et moi une casquette entre guillemets de militante et politique, autour de, pas que de la reconnaissance de ce massacre, parce qu'il a été reconnu officiellement par l'État français, notamment par Hollande, mais justement sur toutes les questions qui sont controversées, le nombre de morts officielles qui, au regard de l'histoire et des recherches qui ont été faites, n'est pas celui-ci. Voilà, c'est une question très longue, mais je pense que c'est important qu'on évoque ça aujourd'hui. Je peux répondre à tout le monde. Je pense qu'en fait, on parle beaucoup depuis tout à l'heure, il me semble, c'est la question de l'invisibilisation et de la participation
l'implication des soldats africains dans la libération de la France. On parlait d'Adiba, donc Adiba, c'est vrai que c'est la figure la plus célèbre. C'est un Guinéen qui est là en France dès les années 30, qui va s'engager en 39 dans l'armée française, qui lui est engagé volontaire, c'est absolument pas le cas de la majorité des tirailleurs qui sont plutôt recrutés par contrainte, par force. Et en fait, Adiba a un destin assez extraordinaire parce qu'il va diriger le premier maquis dans les Vosges, donc le maquis de la délivrance. Il va être arrêté en 1943, il va être fusillé après. Il y a un livre d'un écrivain guinéen, Thierry Conde qui est sur lui, il y a un film qui a été fait, il y a plusieurs places qui sont à son nom, donc c'est quelqu'un quand même de. Effectivement, ce que disait Cher, c'est quelqu'un de. Effectivement, sûrement hors norme, il n'y a pas beaucoup de destins qui sont semblables. Il y a deux autres, parce que effectivement les tirailleurs sénégalais ne sont pas que sénégalais, mais acceptables au moins deux sénégalais. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Amadou Mahtar Mbow, qui est l'ancien président de l'UNESCO, qui a été le premier africain à être président de l'UNESCO, entre 1974 et 1987, je pense que les gens le connaissent très bien ici, et en fait qui lui dira dans ses mémoires qu'il était en France en 1940 et qu'il a voulu rejoindre Londres dès juin 1940. Moi qui la parle aussi, je ne sais plus exactement s'il est rentré son gars après, mais il y a eu toute une série d'histoires quand même assez intéressantes, assez méconnues, et ça c'est vraiment un sujet extrêmement important de travailler sur cette résistance intérieure. Il y a eu beaucoup donc, de tirailleurs qui ont été dans ces fronts-là dont je parlais tout à l'heure, donc certains vont participer à des réseaux, certains vont participer à des maquis un peu plus tard, à partir notamment de l'été 1944. Le plus célèbre dans le Vercors, qui est vraiment célèbre quand on s'intéresse à l'histoire de la résistance française. Il y a 50 tirailleurs qui font partie du maquis du Vercors, et il y a ces tirailleurs de la Loire, exposition en hommage. Didier, je pense que tu pourras aussi en dire un mot. Voilà. Et en fait, ce processus d'investigation dont on parle, on a à la fois la France libre qui est essentiellement africaine, et on a, dans les débats de l'époque, notamment quand on regarde le programme du CNL, on n'a rien sur l'Empire, ou presque. Et dès ce moment-là, il y a une espèce de blackout total sur la question des tirailleurs coloniaux. Et sur le blanchiment, je me gare un peu, sur la question du blanchiment, effectivement, on arrive à l'automne 1944, donc on a déjà la deuxième DB, qui est la division blindée, qui est celle qui libère Paris, où on n'a pas de tirailleurs africains, on a un seul qui s'appelle Paul Maillon-Bassi, qui a un destin aussi assez extraordinaire sur lequel on va revenir. Mais on a ce processus de blanchiment qui est lié à ce que disait Anthony sur le fait de remplacer des combattants de la résistance intérieure française par. On remet un petit peu dans la régulière. Donc, ça, c'est une volonté de Gaulle, en fait, d'intégrer notamment la résistance communiste dont il se méfie à l'armée régulière pour la contrôler. On a la question des Américains, donc les Américains veulent limiter l'armée, je crois que c'est 250 000 hommes, en tout cas, ils savent de Gaulle qu'il faut limiter cette armée. Il y a ce choix qui est fait. On a ce discours, qui est ce discours raciste, on peut dire, qui est issu de la Première Guerre mondiale, et même avant, tout un imaginaire sur la question de ce qu'on appelle les races guerrières, où on dit que les tirailleurs craignent le froid, et donc à partir de l'hiver, ce n'est pas des bons combattants, donc il faut les remettre, les sortir de la mer pour les mettre dans le sud de la France. Et je pense que fondamentalement, tout ça, ce que tu disais très bien, c'est l'hérésie militaire, parce que les personnes qui sont formées, qui ont combattu, qui sont sur le point, ça c'est quelque chose d'important, qui sont sur le point de goûter à la victoire. On est à un moment, ils sont en Alsace, ils vont vers l'Allemagne, donc on a ce sentiment un petit peu de domination. Alors sur Tyrol, c'est un petit peu, c'est le phénomène est concomitant en termes de temporalité, mais c'est pas exactement la même chose, puisque c'est les
prisonniers de guerre coloniaux qui étaient en France depuis 1940 et qu'on va à ce moment-là regrouper. Toute une histoire à faire de cette captivité, notamment de lien avec la résistance. On va les renvoyer en Afrique à ce moment-là. On réclame. Ouais, sur les résistances, mais tu pourras nous en dire un peu plus sur Tiaroy? Ouais. Et après, je passe la parole à Thierry. Oui, il a évoqué Claude Madame aussi, et justement, ça m'a fait penser à une histoire assez intéressante concernant le blanchiment. Claude Madame Bassi, que j'ai connu, est décédé en 2014. Et c'est le seul noir que l'on voit sur les photos de la libération de Paris. Et lui, il avait un point de vue assez étrange sur l'action du blanchiment. Et il n'acceptait pas trop ce terme en disant non, c'est parce qu'ils ont voulu mettre des citoyens français. Lui, il était citoyen français comme beaucoup de Sénégalais, qui étaient des originaires, qui avaient acquis la nationalité française, surtout après la Première Guerre mondiale. Et bien avant aussi, c'était des habitants des 4 communes. Donc il y avait aussi cette distinction, en disant voilà, ceux qui sont citoyens français n'ont pas été blanchis, entre guillemets, contrairement aux autres qui étaient indigènes. Voilà, donc c'est un point d'histoire qu'il faudra éclaircir un jour. Donc en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que Martin disait sur les figures de résistance. Alors effectivement, les figures de résistance identifiées parmi les soldats coloniaux, il y en a très peu. Je ne dis pas, on connaît, il y a eu des travaux, il y a le colonel Rive qui a été, je crois, le premier à parler. Le colonel Rive, voilà, en défenseur des troupes coloniales. Alors, au cours de mes recherches là, sur le projet des tirailleurs de la Loire, j'ai découvert, j'ai mis à jour des documents que j'ai partagés, qui étaient dans les archives, et il y a une histoire d'un maquis dans le Loiret, en Sologne. C'était les soldats qui étaient dans le Fonstalag de Salbris, donc en pleine Sologne, qui avaient été mis dans un train en août 1944, parce que l'armée allemande déplaçait tous ces prisonniers de guerre pour en faire des otages et les renvoyer en Allemagne. Donc il y a un certain nombre d'épisodes un peu partout en France où il y a des tentatives de l'armée allemande de déplacer les prisonniers. Et ces prisonniers du Fonstalag de Salbris, donc c'était des tirailleurs sénégalais, des Malgaches, des tirailleurs de Malgaches. Ils ont été libérés par la résistance, ils étaient 350. La résistance, ils ont attaqué le train à 10. Ils ont libéré les tirailleurs, et les tirailleurs ont rejoint le maquis de Sologne. Ils ont participé à la libération de Romorantin. C'était en août 1944. Et cette histoire a été complètement oubliée dans la région. Elle figure dans les archives. Elle a été relatée par quelques historiens, mais complètement oubliée. Et voilà. Donc il n'y a pas de figure identifiée, mais il y a quand même des participations des tirailleurs au mouvement de résistance. Moi j'ai un témoignage d'un résistant qui est toujours vivant, qui a combattu aux côtés. Il y a un tirailleur qui s'est échappé de la prison d'Orléans, qui combattait à ses côtés dans le maquis de Chaumont, la forêt, au nord d'Orléans. Voilà. Il y a quelques histoires qui sont très peu documentées, mais qui existent. Et même à Dakar, en Afrique, il y a eu aussi des résistants qui ont été filmés. Il y en a eu 3, qui ont été filiés par l'armée de Vichy. Avant que je te repasse la parole, Didier, parce que du coup, ça va. Ouais, Tiaroy. Tu vas dire que j'insiste, mais souvent, en fait, quand on organise des tables rondes comme celle-ci, on reproche souvent de ne pas assez évoquer ce massacre, et j'en profite comme tu es là, pour que tu puisses en parler un peu plus. Merci de me faire quelque chose. Tiens, je sais pas maintenant. Tiens, en 3 minutes, en 5 minutes, Tiens, en 5 minutes. Donc, non, Tiaroy, si on ne peut pas se parler de processus d'invisibilisation tout à l'heure, on est vraiment sur un processus d'occupation, sur un processus de mise sous le tapis d'une histoire dramatique, d'un massacre colonial.
on est en l'automne 1944, on a ces troupes coloniales qui sont dans des centres de transit, c'est-à-dire des établissements qu'on va regrouper les tirailleurs qui sont prisonniers de guerre en France et on va rapatrier en Afrique pour procéder à leur démobilisation. Et Tiaroy est le premier contingent qu'on doit démobiliser. On va les réunir à Morlaix, Vannes, je crois que le départ a lieu le 5 novembre, il me semble, 1944. Il y a déjà plusieurs incidents en fait. Il y a près de 300 tirailleurs qui refusent à ce moment-là d'embarquer sur le bateau pour Jean Afrique parce qu'ils n'ont pas obtenu leur rappel de solde de guerre. C'est-à-dire que même si les tirailleurs étaient prisonniers, ils travaillaient pour les Allemands, ils avaient droit à solde, donc activité, à un pécule et à une démobilisation. La somme la plus importante est celle qui est constituée par la solde, justement, et qui sont inscrits sur des livrets d'épargne, donc une procédure administrative assez complexe. Donc, une partie de ces sommes doit être payée à l'embarquement en Bretagne, avant la démobilisation, donc c'est un tiers à l'embarquement et 2 tiers au débarquement à Dakar. Donc il y a déjà une première partie, quasiment 300 tirailleurs, qui refusent d'embarquer parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient percevoir. Le bateau débarque le 21 novembre à Dakar et on doit procéder à leur démobilisation. On va avoir une semaine plus tard, c'est-à-dire que Dakar est le grand port colonial, le grand lieu et le grand port colonial, et ils sont immédiatement transférés au camp militaire de Tiaroy, qui est un camp à une dizaine de kilomètres de Dakar, et de là on va procéder à leur démobilisation, c'est-à-dire les colonies du Sud, principalement la Côte d'Ivoire et le Soudan français, donc l'actuel et on doit procéder au règlement de la boussole. Il y a un premier incident qui va avoir lieu le 27 novembre, ce qui va justifier la visite le lendemain d'un général de division. C'est la division Sénégal-Mauritanie, c'est pas forcément familier des affaires militaires, donc c'est une circonscription militaire qui est quand même assez importante. Ce militaire, le général Gagnon, va écouter les doléances des tirailleurs, va promettre de les régulariser. Va justifier après, postérieurement, qui, selon lui, il a été pris en otage. En tout cas, sa perception des éléments, c'est une scène, si certains connaissent le film Quand Tiaroy et Ousmane Sabel, c'est une scène qu'on voit un petit peu, moi, mon interprétation, et que c'est vraiment quelque chose qui justifie, pour justifier auprès de ces autorités ce qui a été le massacre, ce qui a été l'ouverture du feu. Ce qui est, je fais un petit détour méthodologique, mais ce qui n'est pas évident avec cet élément, c'est qu'on est de fait confronté principalement aux archives militaires, donc aux archives coupables, donc aux archives des autorités militaires qui ont commis donc Daniel justifie le 28 novembre, il rentre avec un rapport, il dit, selon moi, les tirailleurs étaient en état de mutinerie, et c'est ça qui va justifier en fait pour lui la mise en place de force de répression, donc avec le groupe qui vient de Saint-Louis, Saint-Louis c'est presque 250 km de Dakar, et de Rufisque, le 7e régiment de tirailleurs et la gendarmerie, et va avoir l'aval de son général, qui est un général du corps d'armée. Le corps d'armée, c'est le grade accident de l'armée à la maréchal, et il va avoir l'aval de l'autorité civile, qui est le gouverneur général, Pierre Condary, qui est le Lucien de la libération, et donc qui est un proche du général de Gaulle. Je pense que c'est des raisons qui expliquent aussi pourquoi Tiaroy est aussi délicat aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas les autorités vichistes qui étaient à Dakar en 1940, mais à partir de 1943, c'est les autorités gaullistes qui sont les autorités politiques de Dakar. Donc le matin du 1er novembre, on va avoir
unités qui vont se prendre, on va rassembler les tirailleurs. Là, c'est pas très clair, on ne sait pas pourquoi on les rassemble, en tout cas les archives ne connaissent pas plus, et on va ouvrir le feu sur elles à l'arme automatique, sans aucune solution. Alors, voilà, je ne vais pas encore développer pendant longtemps, mais c'est des choses qu'on voit en creux, en fait, dans les archives, qui effectivement ne sont pas lesquelles, parce que moi, et ça, c'est une interprétation, c'est que le rédacteur de ces archives tout fait pour se couvrir, donc il y a beaucoup d'interrogations pour savoir si Paris avait donné l'ordre de ce massacre. Quelque chose qui n'est pas très clair, parce qu'on a des télégrammes qui partent de Dakar, on n'a pas les réponses de Paris. À ce moment-là, en 1er décembre, on a le général de Gaulle qui est en voyage à Moscou. On ne sait pas dans quelle mesure lui-même intervient pas. Ça, c'est partie des questions qu'on se pose encore. Et donc pour finir, on a tout un enjeu historiographique sur le monde, pas une fourchette, mais quasiment deux chiffres. On a un premier chiffre qui est 35 ou 70, et on a un chiffre qui est plutôt de l'ordre de 350-400. Je pourrais revenir aussi pourquoi on pense, moi je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Et pour conclure rapidement, mais là, suite à ça, on a arrêté les tirailleurs. D'abord, on en a 48, on va en juger 34 qui vont être condamnés à des peines de 1 à 10 ans de prison. Donc, dans le cadre d'un procès militaire, où l'autorité militaire va considérer que ces tirailleurs étaient en état de rébellion qui s'était mutilé. Et beaucoup de tirailleurs avaient par ailleurs un grade FFI, donc qui sont plus justifiés. Ces tirailleurs graciés, certains décédés en prison, certains ont été libérés, c'était peine de 1 an à 10 ans, donc certains libérés à la fin de leur peine. Et en printemps 47, les lois sont graciées, l'ensemble est libéré. Donc c'est un événement qui est complètement méconnu, qui passe complètement méconnu en France à l'époque, et qui est en même temps très vif au Sénégal. Tous les militants de cette époque, un petit peu après, vont s'emparer de cet épisode, vont aller commémorer ce massacre. Ça nous donne aussi finalement quelque chose qui est assez intéressant en histoire, mais sur ce que sont les temporalités de la mémoire. Tirailleurs, c'est encore extrêmement vif aujourd'hui. Je m'arrête ici, mais ça a été commémoré au Sénégal depuis 80 ans, à périodes différentes. Le futur Premier ministre du Sénégal, peut-être, a posé une question à l'Assemblée nationale dès 2017 sur Tiaroy. Les maires de Ziguinchor ont inauguré une rue Tiaroy. Et effectivement, dans le cadre du 80e anniversaire, tout le monde se demande ce que ça passait à faire. Que je ferais, pas grand-chose, mais en tout cas, j'interpellerai nos deux États, l'État français et l'État sénégalais, pour que les commémorations soient à la hauteur de ce qu'elles doivent être. Mais au-delà des commémorations, j'y ai assisté déjà l'année dernière et j'y serai, si Dieu veut, cette année. C'est que déjà ce lieu devienne un lieu mémoriel, parce que quand en fait il n'y a pas les commémorations, il n'y a pas de visite, les scolaires sénégalais ne visitent pas, etc. Et ensuite qu'on rouvre à nouveau les archives et qu'on permette aux historiens qui travaillent sur la question depuis un certain nombre d'années, même si ils peuvent ne pas être d'accord sur le sujet, mais qu'on permette en tout cas de faire émerger et officialiser un autre récit que le récit officiel. Moi je pense que c'est extrêmement important. On a des tensions extrêmement vives, on a une situation aujourd'hui notamment dans nos relations entre la France et l'Afrique. En plus, moi, je peux me permettre d'avoir ces propos-là, parce que je suis franco-sénégalais, j'ai la double nationalité, donc je peux très bien assumer mes deux propos. La situation a complètement changé. On a eu, bien évidemment, un certain nombre de militants qui ont demandé des réponses. Toi, tu as travaillé dessus, Armel Mamon a travaillé dessus, d'autres historiens ont travaillé dessus. On ne peut pas, en tout cas, rester silencieux face à cette demande et améliorer aussi nos relations.
c'est aussi donner des réponses face à cette question. Et je pense que le cimetière de Tiaroy et le lieu qu'il est devenu aujourd'hui doit être un lieu de ressources pédagogiques, un lieu qui permette de s'instruire et de se renseigner autour de l'histoire plutôt globale des tirailleurs sénégalais. On peut faire énormément de choses et toi qui es à Dakar, tu peux faire aussi beaucoup de choses. Et donc j'inciterai nos deux gouvernements à travailler dessus. Ouais, il faut beaucoup d'argent aussi. En fait, il me reste, Didier, je vais te donner la parole pour que tu nous parles du projet de l'exposition et de la manière dont tu as conçu ce projet. Il faut que tu fasses court, je suis désolée, mais après on posera des questions et les gens ont l'occasion aussi de visiter l'expo. Et ensuite, je vous poserai à tous les quatre une dernière question un peu militante, mais importante à mon sens. Je vais essayer d'être synthétique. Alors en fait, le projet, il travaille sur la trace, sur les traces. Quelles sont les traces de cette histoire qui nous sont accessibles et la trace, elle commence par des photos. Moi, je viens plutôt d'un monde de travail d'image et voilà, je suis assez fasciné par les images. Et j'ai découvert des photos et j'ai questionné ces photos et j'ai remonté le fil de l'histoire. C'est comme ça que j'ai acquis un certain nombre de connaissances que je partage maintenant avec vous, avec les chercheurs. Je n'ai pas la vérité d'être historien, mais c'est vraiment cette question de la trace qui m'intéresse. Et ce qui est fascinant dans le projet, c'est qu'on travaille sur des photos faites par les soldats allemands qui documentent leur guerre, et à ce titre, ils photographier ce qu'ils voient, ce qu'ils côtoient. Alors, en l'occurrence, là, ils photographient leurs prisonniers. Il photographie beaucoup les tirailleurs parce qu'il y a ce rapport de distance qui existe entre un monde germanique arien avec une idéologie. Ils sont confrontés à des personnes qui combattent au début. Alors effectivement, la question des massacres. On a des images des massacres, mais c'est pas la majorité des photos. La plupart des photos sont des photos, voilà, il y a des portraits, il y a des photos de groupe, il y a des photos de la vie quotidienne. Et ils documentent leur guerre, ils font des photos de souvenirs. C'est très questionnant parce qu'on n'arrive pas à qualifier quelles sont ces photos. Ça dure 2 ans, au bout de 2 ans, comme l'a expliqué Martin, les soldats allemands vont partir sur le front ouest, ils vont plus être au contact des tirailleurs, donc les photos s'arrêtent. Mais pendant 2 ans, de 40 à 42, les soldats allemands vont photographier les tirailleurs. Et je me suis aperçu qu'il y a une évolution dans ce qui se passe à l'intérieur des photos. Il y a des rapports humains qui sont visibles, il y a des choses qui travaillent dans les photos, et ça je suis très fasciné par ça. Voilà. Et la deuxième source de traces, c'est les cimetières militaires. Donc, on les appelle les nécropoles nationales. C'est là où sont enterrés tous les soldats qui sont morts, alors, de tous les conflits, mais il s'avère qu'à dans le nord d'Orléans, à Fleurus-les-Aubrais, il y a une nécropole où il y a énormément de soldats de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de soldats coloniaux qui sont inhumés là-bas. C'est des nécropoles de regroupement, donc c'est des grands cimetières, il y a 3500 tombes, il y a à peu près plus de 2000 soldats coloniaux, il y a un certain nombre qui sont identifiés, mais il y a énormément de soldats coloniaux qui sont avec des plaques inconnues. Et ça c'est aussi très étrange. Voilà, ça c'est les traces. Et il faut, voilà, moi je suis fasciné par ça, par la trace, par la photo, par la représentation, et j'essaie de la partager au travers du projet. Voilà. Et du coup, dernière question à vous quatre. Vous faites un énorme travail en tant que chercheur, historien, concepteur, écrivain autour de ces questions, de notre sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, cette partie de l'histoire de France a du mal à trouver sa juste place dans un récit national fondamental que l'on doit produire? Je ne vais pas commenter parce que sinon en fait je vais faire une réponse un peu trop militante, mais pourquoi ce mot? On peut commencer. Anthony? On échange les patates chaudes quand même. Je viens de soulager. On est sur une période compliquée. C'est vrai que tout à l'heure tu disais oui, moi je ne suis que politique, militante. Vous faites quand même plus bouger les choses que nous. L'histoire n'est pas très efficace. Si nous on demande des archives, on va avoir du mal à mettre une certaine pression. L'an
dernier, quand le film Tirailleurs est sorti, le jour même, on apprenait que les tirailleurs allaient pouvoir rentrer chez eux sans rester 6 mois pour obtenir une pension. Bon, bah, Marcy, en une demi-journée, il nous a battus avec 4 décennies de travail, il y a 3 peut-être. Donc bon, finalement, je crois que tout ça, c'est une histoire collective. On est dans un moment où la société française se clive, donc je pense que nous aussi, on est un petit peu militants en travaillant sur les tirailleurs. C'est un sujet qui nous-mêmes, forcément, ça nous travaille, ça nous sensibilise. Moi, je sais que je suis différent depuis que je suis rentré dans ce sujet. J'ai un rapport qui est très différent, qui est plus sensible, où il y a des nuances, où il histoire objectif, etc. Non, c'est pas objectif, c'est plus compliqué, il faut écouter les témoins. Même si parfois certains vont dire des erreurs, il ne faut pas corriger, il faut écouter ce qui vient du cœur. Ça ne fonctionne pas forcément avec le cerveau, mais je pense qu'on n'est pas en position de force. C'est-à-dire, certains magazines dont on va taire les noms, voilà, la France de Clovis, excusez-moi, mais c'est un barbare, hein, il a remplacé les Gaulois. Je ne sais pas si la France authentique c'était Clovis, mais en tout cas, un magazine qui balance ça comme ça va beaucoup plus fonctionner que nos livres. Hein. Martin, il sera trop humble pour le dire, mais il vous a résumé en 5 minutes des années de travail qui ont été évaluées par des gens qui sont très haut placés. Donc, c'est très très dur de faire de l'histoire sur un sujet comme ça. Voilà, l'an dernier, en fait, moi, j'ai refusé tous les plateaux télé l'an dernier sur Tirailleurs, en fait. Voilà, on avait des gens qui parlaient alors qu'ils ne maîtrisaient pas le sujet, hein, c'est-à-dire quand Aïssata prenait la parole, elle maîtrisait le sujet, mais en fait sur les plateaux télé, tout est fait en sorte, nous en tout cas moi, j'arriverai pas à argumenter face à des gens qui n'ont pas vu le film, qui ne connaissent rien au sujet, qui vont l'aborder avec un biais idéologique. Et voilà, c'est terrible à dire, mais face à ces gens-là, j'ai envie d'y aller, mais en fait je me sens pas capable de répondre, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très sensible. Et voilà, on nous dit, ouais, vous parlez des tirailleurs, donc on va oublier tout le reste. Les tirailleurs, c'était que 0,3% durant la Première Guerre mondiale. Oui, mais en fait, j'ai pas dit qu'il fallait déchirer les pages sur Clémenceau. Sur un livre sur la Première Guerre mondiale, on va rajouter 2 pages sur les tirailleurs sénégalais. On ne demande pas, en fait, à tout remplacer. Mais c'est très très dur, comme ce soir, de prendre le temps de s'écouter, d'avancer pas à pas, etc. Et de se dire aussi que l'autre, il va nous donner des clés pour avancer. On est à l'heure de l'éditorialiste. Donc l'éditorialiste peut, en l'espace de 5 minutes, passer du Covid à la surpêche de la crevette de Vietnam, sans aucun problème. Moi, j'en suis incapable. C'est-à-dire, nous 3, là, parler, nous 4, bien sûr. Encore plus. C'est des années, en fait, ce qu'on est en train de dire. Ce sont des années, quand Martin disait, oui, on pourrait parler toute l'année là-dessus, il a raison. Si vous nous mettez sur un autre sujet, ça va être beaucoup plus difficile pour nous. Après, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que vous ne devez pas aller sur les plateaux télé, justement. Si, parce qu'on a tellement de personnes qui disent des faussetés et que vous, du coup, vous êtes spécialiste, que vous avez fait des recherches et que nous, moi je ne suis pas historienne et j'ai beaucoup lu et c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir argumenter face à des débilités qui peuvent être dites sur les plateaux TV. Donc vos travaux sont extrêmement essentiels pour nous, politiques, militants, qui interpellons l'État, mais ça nous ferait du bien de vous avoir sur les plateaux TV. Oui, moi je partage un peu le point de vue d'Antonio. Le travail d'historien, c'est pas le plateau télé, donc je pense. Mais bon, il peut les nourrir cette réflexion. Mais moi, en ce qui me concerne, je rappelle souvent à mes interlocuteurs lorsqu'on parle de mémoire coloniale et de la France d'aujourd'hui, que lorsqu'on parle des tirailleurs sénégalais, la première fois qu'on les voit en France, contrairement à ce qui a été dit, je l'ai montré autre part, la première fois qu'on les voit, c'est en même temps que la Tour Eiffel. C'est en 1889. Première fois qu'on voit les tirailleurs français, les Sénégalais en France. Et c'est le centenaire de la Révolution, c'est pas rien. Et l'autre date symbolique, moi, qui a fait que j'ai commencé à faire de l'histoire après avoir fait de la mémoire, c'est le 13 juillet 1924 à Reims. Le 13 juillet 1924, Reims, on n'est pas loin de Clovis, le sacre de Clovis, c'est là-bas, c'est la ville des sacres aussi. Mais Reims, c'est aussi
C'était la clé à la fin de la Première Guerre mondiale, où les batailles décisives ont été gagnées grâce au tirage Sénégal en juillet 18 et les batailles de l'été 1918. Et le 13 juillet 1924, il y a 15 000 personnes qui se précipitent à Arras. Il y a des trains affrétés de Paris pour aller inaugurer le monument aux héros de la mémoire d'Arras. Et c'est ça qui est à la base de mon travail mémoriel, qui a ensuite alimenté mon travail d'historien, parce que je n'étais pas historien à la base. Alors ce monument, il a été détruit très vite, en septembre 40, sur ordre express d'Adolf Hitler et de Himmler qui est venu à Reims, qui a dit, le Führer a dit qu'il fallait enlever cette horreur, etc. Et cette période correspond à beaucoup de massacres mémoriels en France, à Compiègne, à beaucoup d'autres endroits. Et parce que pour l'Allemagne nazie, il fallait effacer tout ce qui pouvait représenter la mémoire des troupes noires en France. Et évidemment, tout cela en écho à l'épisode de la honte noire après la Première Guerre mondiale, que Hitler cite dans Mein Kampf, évidemment, cet épisode de la honte noire. Donc l'effacement de la mémoire, elle est concomitante avec le massacre des Italiens aussi en 40. Ce que Raphaël Schreck appelle une saison noire, c'est concomitant avec Chasselet, etc. Donc d'une part, on tue la mémoire, mais on tue aussi physiquement les soldats en les massacre. Et c'est par ces biais-là, en tout cas, il me semble intéressant de dire que l'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de ses colonies, l'histoire des colonies, c'est aussi l'histoire de la France, c'est complètement indissociable. On est peut-être aussi, merci. Alors, ça c'est une question très très complexe, je trouve. Je pense qu'il y a une prise de pouvoir à faire en fait. On avait fait la présentation avec Martin en 2020 au musée et on avait été interpellé par des jeunes descendants de familles nord-africaines qui nous avaient dit qu'il y avait un déni de l'histoire et tout ça. Moi j'avais répondu qu'en fait, il y avait peut-être un déni, mais il y avait surtout peu de travaux, il n'y avait pas de gens qui s'investissaient dans le travail d'historiographie et de publication. Et on constate qu'il y a un déficit dans les facs d'histoire sur de jeunes historiens qui vont travailler sur ça. Donc tant qu'on n'aura pas ce basculement d'accompagnement historiographique, on ne pourra pas poser effectivement des bonnes bases sur inscrire dans ces histoires, parce que c'est pas qu'une seule histoire, c'est beaucoup d'histoires, ces histoires dans un récit qu'on partagera de manière commune. Donc ça c'est mon point de vue. Et par rapport au déni, effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de déni puisque il n'y a pas eu de valorisation de cette histoire, qui est fondamentale parce que en ce qui concerne les tirailleurs de 40 qui connaissent la défaite, pour moi, ils sont à la charnière de quelque chose d'extrêmement important qui est la fin de l'Empire, c'est-à-dire ils voient l'Empire mettre genou à terre, donc l'Empire n'a plus lieu d'exister. Voilà, donc il y a un basculement de l'histoire qui se passe à ce moment-là. Eux, ils sont 150 000, et voilà, les sacrifiés de l'histoire, ils vont être oubliés, mais ils sont à la charnière, c'est parce qu'ils sont battus. Alors après, il y a aussi toute l'histoire du traitement des prisonniers de guerre qui sont effectivement pas les soldats les glorieux de la guerre de 40. Ça commence à revenir, il y a des historiens qui travaillent dessus, il y a Fabien Théophilakis qui publie, ça commence à revenir, il y a des auteurs, il y a l'auteur de BD là, qui travaille sur l'histoire de son père, peu importe. Et parce qu'il n'y a pas eu de publication qui relate ça. Et alors, Anthony, tu parlais de Clovis, mais moi à Orléans, je suis confronté à une autre figure tutélaire de l'histoire de France qui s'appelle Jeanne d'Arc. Il y a un plafond avec Jeanne d'Arc. Et l'histoire de France à Orléans, c'est souvent Jeanne d'Arc. Et il y a un monsieur qui s'appelle Yves Durand, qui est le grand spécialiste des prisonniers de guerre, qui a beaucoup étudié, ses publications font référence. Et j'ai lu ces textes, il fait absolument pas référence aux prisonniers coloniaux qui sont à Orléans pendant les guerres de 40.
Ça, c'est un peu un scandale pour le coup. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Du coup, il te reste 30 secondes. C'est trop le bon sujet. Déjà, moi, par rapport à mes deux collègues, là, j'y vais direct sans contexte. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. On ne parlerait plus, pas assez. Au contraire, je suis cette question-là depuis quasiment 20 ans. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus. On parle seulement de 2005, parce que c'est vraiment questionner ça. On est dans un contexte, on a un tiers de l'unité raciale nationale. En fait, c'est pas qu'on en parle moins, c'est extrêmement clivant. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Mais moi, je pense que le sens de l'histoire, c'est de continuer à parler de ces questions et que tôt ou tard, elles apparaîtront comme des choses beaucoup plus consensuelles. Aujourd'hui, elles sont encore conflictuelles, c'est une chose, mais c'est lié aussi à une méconnaissance totale de l'Afrique, de la part du public français de manière générale. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une centaine d'années de colonisation, de presque 400 ans d'esclavage. Donc c'est pas forcément si étonnant qu'en 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces questions-là n'apparaissent pas comme ça. Et on est dans une période très intéressante qui est, alors tu parles de fin d'empire, mais aussi dans la disparition biologique de ces derniers tirailleurs, très bien. Et en fait, je pense que pendant une dizaine d'années, de fait, voilà, c'est des sujets dont il faut saisir, et je te rejoins sur le fait que la mémoire soit un outil extrêmement important de dialogue, d'histoire, de transmission, etc. Merci, on pourrait en débattre encore des heures. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Si vous avez des questions, des interrogations, des demandes de... J'avais une petite question. D'abord, on m'a posé la question de féliciter Didier parce qu'il y avait un peu, on était ensemble. Ça fait des années que Didier Guérois pour faire ça. L'exposition et puis et donc, bravo, Didier de la... Alors, trois questions simplement. La première, c'est sur la répression du travailleurs sénégalais. La question est de savoir si Chasselet a été le premier pour le logement et le plus massif. La plus de répression des tirailleurs, parce que ça a été violent, fort, et le monde a fait bien, on ne peut plus en première page. Donc, la deuxième question, c'est l'instrumentalisation des tirailleurs sénégalais dans la répression des combats anticoloniaux. Pas seulement en Afrique, ils ont été utilisés, ils ont joué le jeu, mais aussi en Afrique, à la chute de l'Empire ottoman. Comment dans toute la zone de ce pays de Liban et la Syrie, comment ils ont aussi été instrumentalisés. Et donc le dernier point, c'est l'invisibilisation, le blanchiment, vous en avez parlé, mais également, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans les grandes manifestations de la libération, notamment le défilé des Champs-Élysées, il y avait une politique, une décision de ne pas les montrer et cacher. C'est obscène, évidemment. Tout est obscène dans toute cette histoire. Et donc, il a été décidé de ne pas les montrer dans les défilés, surtout le grand défilé avec Charles de Gaulle, et de Gaulle avait accepté. Donc, voilà. Je propose qu'on prenne plusieurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, moi, en tout cas, je tiens à vous remercier de la présence que vous avez dit, de des réflexions, c'était très très riche. C'est vrai que personnellement aussi, c'est une question à laquelle je m'intéresse de plus en plus, parce que je pense que moi je vis en France, mes enfants sont nés là, je suis d'origine sénégalaise, et c'est vrai que notre relation avec la France, moi, africain, en relation avec la France, je la questionne beaucoup. Et je crois que l'histoire des tirailleurs sénégalais constitue quand même un élément essentiel pour comprendre tout ça, peut-être pour redéfinir tout ça. Alors, en tout cas, merci pour cette initiative. Et puis aussi, il y a plein d'initiatives. Moi, je pense aussi que c'est un combat de génération. C'est des générations. C'est-à-dire que c'est vrai que la question des tirailleurs, il y a beaucoup à dire. Les historiens font un travail magnifique. Et ça a également votre implication, effectivement, a levé beaucoup de. En tout cas, fait bouger beaucoup de choses. C'est à saluer. Mais je crois que
ce combat-là aujourd'hui est en train de porter des fruits. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur le continent africain nous interpelle plus. Et à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on en parle, que cette histoire que nous partageons avec la France, qui est notre histoire commune, parce que c'est de cela qu'il s'agit, quels que soient les aléas politiques, mais à un moment donné, il faut qu'on en parle, pour qu'effectivement, qu'on porte ensemble cette responsabilité de cette histoire commune-là, pour que ça soit transmis aussi à nos enfants, que ça soit transmis à nos générations. Et je crois que c'est à ce prix, effectivement, qu'on pourra apaiser les relations entre les peuples. C'est très, très essentiel. Voilà, moi je crois que je suis en particulier, en tout cas, sauf que par exemple, vous avez parlé de Madame Massi, je ne sais pas tout à l'heure, c'est vrai que moi je l'ai lu, je ne savais pas qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi, si vous avez quand même recueilli quelques témoignages de ça, comment ça m'intéresse beaucoup, parce que moi j'étais très très heureux de découvrir qu'effectivement il faisait partie des premiers capitaines qui ont été les premiers africains tirailleurs qui a été produit dans le capitaine qui était venu en France, tout ça. Et puis bon, je faisais le lien avec Omar Sy, j'ai dit quel est le lien avec Omar Sy, tout ça. Mais c'est assez intéressant quand même. Alors, merci beaucoup pour lui. Le nom de famille ici, c'est comme le nom de famille Sec au Sénégal et le nom de famille Martin ici. Hein. On a l'impression qu'on est tous cousins, mais en réalité, on est tous forcément. On va prendre une troisième question, ensuite on va laisser nos intervenants y répondre. Merci beaucoup. Je suis Armand Mohamed, architecte urbaniste camerounais. Je voulais d'abord féliciter le titre de l'exposition. C'est écrit des tirailleurs et c'est clair et net. Et j'ai saisi maintenant l'occasion pour remercier et saluer ces experts historiens dans ce combat qu'on mène peut-être ensemble. Et ça fait plaisir. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des Africains qui ont travaillé sur cette histoire de la guerre primaire ou deuxième guerre. Mon grand-père a fait la première guerre mondiale parce que le Cameroun était allemand. Mais les Français l'ont pris au Tchad parce qu'il est parti avec les deux, il a accompagné mon oncle grand-père. C'est comme ça qu'on a pris mon grand-père pour venir faire la guerre en France. Mon père, à 15 ans, le clerc l'a vu parmi les gars qui jouaient dans la rue comme ça. Il a pris mon père. Et quand on parle de la France libre, on oublie de parler quand même de Douala. La ville de Douala a fait beaucoup de choses. La ville de Douala au Cameroun. Et puis il est venu après, parce qu'il était quand même la main liée. Peut-être ce côté-là, si vous pouvez nous expliquer, là c'est la formidable. Et par rapport à la transmission, je pense que madame la conseillère, vous devez faire un effort à ce que la France permette dans les écoles de pouvoir connaître cette période. Le monument, enfin, la place qui se trouve à la porte des Clignancourt, ça peut faire l'objet dans tous les collèges et les lycées viennent visiter ça. Enfin, c'est un peu ça mon plaidoyer. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va prendre la dernière et ensuite on va vous laisser répondre. Bonsoir, Aïssata. Moi, j'étais venue à l'époque, ça fait très longtemps, c'était bien une exposition archibel. En gros, je voulais revenir sur ce que vous voulez dire par rapport à l'école. C'est vrai que moi, je suis l'UXP et je suis prof aussi dans les écoles avec des institutions mondiales. Il n'y a pas ça dans le programme. Moi, j'ai 28 ans. Moi, l'histoire géo, j'ai pas étudié les africains. Après, pourquoi on a étudié l'esclavage, tout ce truc-là. Mais voilà, c'est pour revenir sur ce qu'il a dit, monsieur. Et il y avait une amie qui l'a arrivé, parce que vous êtes aussi pas dans le projet, mais dans le sens, ce que tu fais, c'est trop bien. Honnêtement, je suis honorable et tu m'inspires, dans le sens, c'est pas ce que tu fais. Et dans le sens, tu es un peu la seule à le faire dans notre communauté, en tant que femme, en tant que noire, parce que c'est ça important. En tout cas, ce que je vois sur les réseaux, t'es le symbole africain, donc ça c'est bien. Moi, je suis gambienne. Comme le Sénégal, c'est la même chose, je suis nationale répondable, même si on différencie par rapport à la langue. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Merci beaucoup pour l'occasion d'échanger. Après, je crois que tu étais venu à Bondy. Tu étais venu à Bondy. C'était il y a longtemps. Très très longtemps. Tu veux commencer à répondre?
Ok, et ensuite, Anthony, je te laisse répondre peut-être sur les... Ouais, parce que déjà, tu es enseignant et tu pourras dire ce qui est réellement enseigné ou pas, parce que là aussi, c'est très controversé. En fait, il n'y a pas rien du tout, mais il y a très peu. Et tu réponds sur les massacres. Ouais. Et tu complètes les massacres. Non, mais je vous distribue la parole parce que sinon, on est là encore jusqu'à 1h du matin, même si c'est super intéressant. Et on va ouvrir aussi sinon un autre sujet. Oui, je dirais un bref mot sur la mémoire et la transmission. C'est comme ça qu'on arrive à l'histoire. Effectivement, la tirailleur le montre et beaucoup d'autres lieux mémoriels vont contribuer en tout cas de plus en plus à faire émerger cette histoire méconnue. Alors, je voudrais parler de l'instrumentalisation et de Ludienne. Alors, c'est très compliqué de défendre les tirailleurs sénégalais. Parce que dans l'histoire, ils ont été de toutes les guerres coloniales. Ils ont massacré, ils ont participé au massacre maintien de l'ordre, police dans les pays africains. Ils ont participé aux guerres d'Indochine, d'Algérie, etc. Donc pour ça, c'est des fois un peu compliqué quand même, parce que c'était quand même comment ils les appellent, Bakili, là, les mercenaires noirs. Donc il y a ce côté mercenaire. Mais c'est tellement l'histoire, c'est toujours plus compliqué que ça. Et il n'y a pas eu que ces aspects-là. C'est aussi grâce à eux, en tout cas à leur présence dans les deux grandes guerres, que les questions de citoyenneté, d'accès aux droits et à la nationalité ont pu émerger et pu trouver leur aboutissement par la suite. Merci. Et pour compléter sur le travail de mémoire, oui, il est essentiel, il est nécessaire. À mon sens, le travail est impulsé au départ souvent par des associations, des personnalités qui estiment qu'on a cette nécessité parce que, au regard de la situation en France, de l'actualité, je vais juste vous parler d'une situation qu'on a vécue récemment, notamment autour de la polémique qui a eu autour de Aya Nakamura, où le président de la République, qui en plus lui la jette en pâture en disant qu'il souhaiterait qu'elle puisse chanter à l'ouverture des JO, femmes noires, françaises, qui vendent des millions de disques et qui écoutaient en réalité par énormément de Français. Elle subit quand même une vague sans nom de racisme. Et elle n'a pas été protégée, elle a eu vraiment un manque de protection, ne serait-ce que de la part du président de la République, qui lui avait déjà annoncé son, et je regrette qu'il n'y ait pas eu un tweet, un mot de soutien à son égard. Et je pense profondément que les questions notamment de racisme contre les personnes noires sont directement liées au fait qu'on n'a pas fait assez de pédagogie sur notre histoire de France. Oui, on a des histoires tragiques, difficiles, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. En effet, c'est difficile et tragique. Mais on a aussi des personnes qui se sont battues, qui ont résisté et qui ont fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve tous ensemble et qui représentent aujourd'hui cette France diversifiée. Et c'est pour ça que ce travail de mémoire est extrêmement essentiel, parce que sans lui, on n'arrivera pas à faire front et à faire front commun, notamment contre nos vrais ennemis qui ne sont pas cette population qui est ici, qui sera là et qui sera encore là et qui émergera et qui peut-être un jour occuperont des postes à responsabilité. Donc on doit sensibiliser nos élites politiques et je vais faire très court, mais juste pour vous raconter une anecdote, cette année c'est le 80e anniversaire. C'est le 80e anniversaire de la libération de la France, notamment débarquement de Normandie, débarquement de Provence. Il y a 5 ans, c'était le 75e anniversaire aussi de ces deux débarquements. Il a fallu quand même interpeller l'État publiquement pour que des commémorations à la hauteur du 75e anniversaire du débarquement de Provence aient lieu. Le débarquement de Provence, Anthony l'a rappelé, c'est essentiellement les anciennes troupes coloniales qui ont libéré Saint-Raphaël, Fréjus, Toulon, une partie du sud de la France. Et sans cette interpellation de l'État, en fait, on n'aurait pas eu cet enjeu mémoriel, n'aurait pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, alors qu'au mois de juin, on avait commémoré, célébré en grande pompe le débarquement de Normandie qui
reflète les troupes américaines, anglaises et canadiennes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et c'est tous ces signaux aussi qui sont envoyés par nos élites politiques qui montrent à quel point la pédagogie doit aussi se faire d'abord à ce niveau et ensuite forcément découleront le travail de mémoire nécessaire qui doit être fait. Juste dire un mot, je passe le micro, mais je pense que sur ces questions de racisme, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui a été un tout petit peu évoqué, et qui explique aussi le massacre de 1940 produit par la Wehrmacht. C'est la honte noire. La honte noire, pour résumer, c'est l'occupation de la Sarre et de la Rhénanie, de la partie ouest de l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, par les troupes coloniales. Et à ce moment-là, où les Alliés sont vainqueurs, les Alliés vont occuper, et la France va occuper une partie de l'Allemagne, et elle va envoyer des troupes coloniales, et ça va donner lieu à une campagne raciste de la part des autorités allemandes, de la part de la population allemande, et de la part, grosso modo, de tout le monde blanc, tout le monde occidental. Et l'argument va être, mais c'est pas possible que les Français, et ça c'est quelque chose d'important, en fait, les Français par rapport aux autres empires coloniaux, les Français sont les seuls qui utilisent des troupes africaines en Occident, en Europe. C'est vraiment ce qui les différencie des Anglais, des Allemands, ou qui utilisent aussi des troupes africaines, mais sur le continent africain. Donc en 1920, on va avoir cette occupation d'une partie de l'Allemagne par ce groupe colonial, qui vont être accusés par les autorités allemandes de viol massif contre les femmes allemandes. Alors il y a des historiens qui ont démontré qu'il y avait eu des viols, mais absolument pas dans la proportion, c'est malheureux de dire ça, mais en guerre, il y a des viols, et là, il n'y a pas un chiffre qui serait au-delà de ça. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que cet élément, il va changer la perception française sur les troupes coloniales, parce qu'on va avoir une espèce de transformation du racisme. On était dans les années 10, 14, jusqu'à 18, 19, 20, à l'image d'un tirailleur africain qui était l'image d'un sauvage. On voit beaucoup cet imaginaire avec un coup de coupe qui va couper les oreilles des Allemands sur le combat. Et à partir du moment où les Allemands, en 1920, utilisent cet imaginaire-là, les Français, pour justifier la mission civilisatrice, vont dire non, pas du tout, on a un tirailleur, on a civilisé, qui est en fait, c'est l'apparition du tirailleur familial, du tirailleur bon enfant. Donc finalement, on a une espèce d'un racisme qui change un petit peu de nature. Face à un tirailleur qui était extrêmement brutal, on va avoir un tirailleur qui est beaucoup plus docile. Tout ça pour dire en fait que ces histoires d'histoire et de mémoire, c'est des relations, c'est jamais deux termes qui s'opposent, mais c'est des relations qui sont complètement imbriquées et elles sont constitutives d'une certaine historicité. Et donc on peut avoir un tirailleur mercenaire, un tirailleur traître, c'est ce que tu as expliqué, Cher. On a un tirailleur qui est héros, qui est héros vraiment notamment de la libération de la Provence, qui est héros en 1914 pour les Français. Et on a aussi un tirailleur victime, qui est victime à Tiaroy, qui est victime, on ne l'a pas dit, enfin, la question des pensions est quand même fondamentale pour comprendre aussi aujourd'hui ce qu'a été le traitement des tirailleurs. Donc voilà, on a en fait toutes ces strates, et on est sur une histoire des tirailleurs qui commence en 1857, qui finit en 1964, les dernières démobilisations des troupes coloniales, c'est en 1964, donc ça excède les indépendances de 1960. Toutes les armées nationales sont constituées par ces troupes coloniales, et donc il y a aussi toute une histoire de la brutalité militaire en Afrique, qui trouve ses origines dans cette histoire-là. Juste pour exemple, le premier coup d'État militaire en Afrique coloniale, c'est Sylvanus Olympio au Togo, qui veut sortir de la zone franc, et il va être abattu par quelqu'un qui s'appelle Eyadema, et qui est un ancien capitaine de l'armée coloniale. Donc toutes les armées dans l'Afrique, on va dire zone franc, ont été constituées par cette histoire coloniale. Voilà, c'est des choses. Et après, là, je
sors un peu et je parle un peu de l'Afrique, mais sur la France, sur les questions de transmission, je pense qu'il y a un travail qui est fait, qui reste à faire et qui est en cours. Le fait, c'est assez décisif. Merci. Donc du coup, je fais la jonction entre ce que tu disais, Aïssata, et votre question sur l'enseignement en lycée. C'est vrai que l'affaire Aya Nakamura, elle est intéressante, mais finalement, elle a répondu en étant forte. C'était comme l'an dernier Omar Sy qui disait bah, tant pis pour vous, je suis français, bisous. Et moi, j'étais affecté par ce genre de foot. Là, c'était hier ou il y a 2 jours. J'y connais rien en foot. Donc, autant je vais dire n'importe quoi, mais je crois que c'est un joueur du Real de Madrid qui est fort, qui est, je sais pas, le Real de Madrid, c'est même un. Donc en fait, c'est un homme fort, on n'a pas forcément envie de l'aider au départ, et qui explique qu'il a entendu des cris de singe et qui se met à pleurer. Quoi. Et pour te rejoindre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé en fait? Et ouais, t'as raison, peut-être qu'il faut qu'on milite un peu plus. Quoi. Je vais te rejoindre pour une. Mais je me suis vraiment dit ça. Quoi. Je suis prof depuis une quinzaine d'années, je suis du collège, du lycée, Sciences Po. Donc pour rejoindre votre question, évidemment, je parle des tirailleurs sénégalais, mais moi, je pense pas être un bon exemple. Forcément, je vais parler des tirailleurs sénégalais. Mais l'an dernier, j'ai listé en fait de quoi j'aimerais parler. Je n'en parle pas, que, par exemple la guerre d'Indochine, la présence vietnamienne en France, cambodgienne. Mais en tant que prof d'histoire géo, en 3h30 par semaine, on doit faire l'orientation. Bonne chance. On doit faire le développement durable. L'an dernier, j'ai listé en fait par importance quels seraient pour moi c'est quoi les 2 sujets les plus importants. En fait, mes 2 sujets les plus importants, c'était pas des sujets d'histoire, c'était le développement durable et les inégalités. Je me dis, si mes élèves qui m'ont eu pendant 1 an, ils ont compris les inégalités de développement durable, j'aurais réussi mon cours. Et finalement, ma philosophie, c'est plutôt, ah oui, j'ai oublié les fake news aussi, parce que maintenant, il faut qu'on fasse un. De temps en temps, vous devez expliquer pourquoi la Terre n'est pas plate, et les attentats du 11 septembre ont existé. Donc, on en est quand même là. Et ce que je veux dire finalement, c'est ce que l'on fait, par exemple, l'an dernier avec la Barkhane, c'est un des acteurs de tirailleurs, mais évidemment, je pense qu'il y a un seul acteur quand on parle de tirailleurs. On a fait quelque chose l'an dernier ensemble pour des lycéens ici, mais ils avaient été préparés pendant 4 heures par leur prof. Nous, on est intervenus pendant 3 heures, on a passé l'après-midi ensemble. Ils ont eu un travail de débrief derrière. Donc ça veut dire que ça fait 10 heures, 3 semaines d'histoire-géographie. Donc finalement, pour répondre à votre question, je pense qu'il y aura toujours des sujets qu'on n'abordera pas, mais ce que l'on fait, il faut qu'on arrive à bien faire et que ça reste sur le temps long. C'est-à-dire, mon rêve, c'est que je retrouve un élève 10 ans plus tard, à 26 ans. Ah, mais je me souviens de ce que vous m'avez dit là. Je m'en souviens encore aujourd'hui. J'avoue que ça, en tant que prof, c'est quand même la plus belle chose. Moi, je vais peut-être répondre à la question sur les massacres, parce que au cours de mes recherches là, dans la région d'Orléans, j'ai été confronté, enfin, je ne sais pas si c'est le temps, mais j'ai eu accès à des documents, j'ai parlé avec des gens qui étaient dépositaires de mémoire liés à ça. Alors, effectivement, le massacre de Chasselet, c'est un des massacres qui est assez connu. Il a été remis sur l'actualité il y a 2-3 ans parce qu'on a eu accès aux photos qui avaient été faites sur ce massacre. Il y a eu une expertise de la part de Julien Fergitas. C'est Baptiste Garin, là je cherchais son nom sur mon téléphone, qui a fait l'acquisition d'un livret de photographie d'un soldat allemand qui a participé au massacre, la photographie. C'est quelque chose d'horrible. Et ça a été fait aussi avec les SAS Truppen dans les combats à l'Est et tout ça. Bon, il photographiait aussi ça les Allemands. Donc Chasselet, c'est un massacre problématique, puisqu'il y a un récit qui est posé, il y a des témoignages. Il y a d'autres massacres qui sont documentés. Il y a eu Annecy, il y en a dans le nord de la France, dans la Somme. Voilà. Et Rennes aussi, enfin il y en a partout, il y a partout. Alors Raphaël Scheck a beaucoup travaillé sur le sujet. Raphaël Scheck, c'est un historien allemand qui réside maintenant aux États-Unis, qui est un peu l'expert de ça. Il avait été mandaté par le gouvernement allemand pour faire une sorte de bilan des crimes de guerre contre les troupes coloniales françaises. C'était bon, voilà. Bon, il a fait tout un travail de synthèse. Il estime que entre 1500 et 3000 soldats noirs ont été assassinés pendant la période de juin 40, mai-juin 40. Alors c'est très compliqué d'identifier. Enfin, il y a des situations où c'est assez documenté, il y a des témoignages militaires, il y a des documents dans les archives.
Et il y a beaucoup d'autres situations où il n'y a pas d'information. En l'occurrence, sur les recherches que moi j'ai conduites dans la région d'Orléans, on a 2 cas où il y a du témoignage, il y a des récits qui ont été portés, mais très longtemps après. Il y a d'autres situations où on retrouve 16 corps alignés dans un champ, où les plaques d'identification ont été enlevées sur les tirailleurs. C'est typique d'un cas de massacre, d'assassinat. Après, ça devient très très compliqué d'établir les faits, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de récit. Il faut essayer de travailler sur les circonstances de ce qui se passe. Il faut savoir que les soldats allemands étaient sous-produits, ils étaient drogués, donc l'état de conscience, voilà, ils étaient dans la frénésie des combats, c'était des bêtes, voilà, donc ils ne s'embarrassaient pas avec les prisonniers. Il y a eu aussi des prisonniers non noirs qui ont été assassinés, il y a eu des Nord-Africains, il y a eu un massacre célèbre dans le nord de la France de soldats anglais aussi. Voilà, c'était c'est vrai que les troupes noires ont été fortement concernés par ça. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais, c'est comme ça. Tout à l'heure, je parlais des tombes de soldats inconnus. Sur les massacres qu'on a identifiés à Tayel, il y a 5 tirailleurs. Moi, je sais où se trouvent les sépultures, c'est marqué inconnu. Et les gens avaient trouvé les livrets militaires 40 ans après les faits. On a fait une expertise et en fait, c'est pas les bons livrets militaires. Donc, on ne sait pas qui a été assassiné à Tayel. Ça fait partie des grands mystères autour de cette histoire. Voilà. Merci Didier. On va prendre une dernière question et ensuite conclure cette table ronde. Merci. Je m'appelle Navarro, je suis journaliste à Monde Afrique, je vais avoir en RFI. J'ai 3 questions concernant votre exposition, monsieur. Vous parlez d'une exposition de photos de prisonniers, mais avant cela, vous avez découvert ces photos, récemment peut-être, mais avant cela, vous aviez des tombes dans le Loiret. Il y a beaucoup vous l'avez dit vous-même, beaucoup de tirailleurs venus d'Afrique qui ont été assassinés, qui sont enterrés. Il y a des traces, il y a énormément de traces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces traces dans les cimetières, dans votre région? Est-ce que vous les avez recensés tout à l'heure? À l'instant, vous venez de dire que vous aviez connaissance de l'origine de tel ou tel soldat inconnu qui ont été. Comment avez-vous fait? Comment le savez-vous? Ça m'intéresse beaucoup. La deuxième question que je voulais vous poser à vous tous concerne la restitution des œuvres d'art. On a vu qu'elle avait déclenché des polémiques, notamment en Afrique. J'aimerais votre sentiment à vous 5. Est-ce que ceci a quelque chose à voir avec l'histoire ou pas? Et si oui, comment? En clair, quand on ne les rend pas, c'est pas bien, et puis quand on les rend, c'est pas bien non plus. J'aimerais votre point de vue. Enfin, une question d'actualité concernant les élections au Sénégal, dimanche dernier. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose sur la problématique dont vous parlez ce soir? Merci. Qui veut commencer? Tu réponds sur les tours et ensuite on répond de notre avis. Alors, cette histoire locale, c'est en parlant avec les gens et en parlant avec ce qui reste comme témoin et les gens qui gardent nos mémoires et qui sont dépositaires de souvenirs. Et, voilà. Donc, je suis assez soutenu par l'ONAC, qui a aussi des informations qu'il partage. C'est l'ONAC qui gère les nécropoles nationales. Voilà. Au niveau des tombes, il faut savoir qu'au mi-temps des années 60, entre 59, 57 à 63, il y a eu une opération de regroupement des tombes des soldats qui étaient morts dans les conflits. Tous les soldats qui étaient enterrés dans des cimetières municipaux ont été transférés dans des nécropoles nationales.
des cimetières militaires d'État, sous l'administration de l'ONAC, et qui sont des concessions perpétuelles. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, puisque les soldats étaient inhumés dans les cimetières communaux, avec voilà, la précarité de. Alors, il y a eu des communes qui ont refusé que leurs morts pour la France, qui étaient enterrés, qui sont morts chez eux, soit transférés. Il y en a eu des cas, il n'y en a pas énormément, mais il y a des histoires autour de ça. Mais les nécropoles sont des cimetières de regroupement. Donc, par exemple, les tirailleurs qui ont été assassinés à Clancy, donc dans la Nièvre, sont inhumés à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. On va parler de 3 tombes de malgaches qui sont à Saint-Martin-sur-Roc, par exemple. C'est possible qu'il y ait des sépultures qui échappent au radar. À Blois, par exemple, les tirailleurs de Blois qui ont défendu le pont Jacques-Gabriel, ils sont toujours au cimetière de Blois. Il y a quelques cas, mais la majorité sont dans les nécropoles. C'est voilà. Après, il faut remonter les histoires. Quoi. Donc ça, après, c'est en échangeant avec, voilà, j'ai aussi des contacts avec le CERCIM qui m'a indiqué, qui m'a transmis des informations, on a échangé. Alors le CERCIM, c'est le centre d'information sur les camps d'internement du Loiret, donc les camps qui avaient été utilisés pour la déportation des Juifs au moment des ravitailles du Mirail. C'est Orléans. Ouais. Merci beaucoup. Je vais permettre sur 2 questions en fait, sur la question des élections présidentielles au Sénégal. Je pense que l'État sénégalais fera ce qu'il a à faire et moi je ne me sens pas apte vraiment à répondre à cette question. Il y a un travail qui doit se faire en France en tant que Français. Voilà, je pense que c'est une histoire franco-française qui me concerne particulièrement. C'est une histoire sénégalo-sénégalaise, c'est une histoire ouest-africaine, c'est une histoire africaine, c'est une histoire potentiellement franco-africaine. Enfin, ça, c'est pas encore peut-être à ces questions-là. Je pense que chacun doit un petit peu faire ce qu'il a à faire de son côté. Et pour dire aussi que c'est des questions qui se. Alors, effectivement, au Sénégal, c'est des questions qui se posent, c'est des questions qui se posent largement dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est des questions qui s'étaient posées sur les tirailleurs particulièrement dès les années 2000 avec le président Boulawad qui avait fait une journée panafricaine, une journée du tirailleur. Et pour le coup, il y avait eu 17, je crois que c'était 17 chefs d'État qui avaient assisté à cette première journée du tirailleur sénégalais avec un dépôt de gerbe au cimetière de Tiaroy qui avait été fait par le premier ministre de l'époque qui était Macky Sall, qui depuis a mis un petit peu cette histoire sous le poisson et maintenant effectivement avec la Siro de Mayfaï, c'est des choses qui vont se poser, mais voilà, encore une fois, c'est pas tellement à moi de répondre à cette question-là. Et juste pour la question de la restitution des biens, je pense que quand on les rend pas, c'est pas bien. Quand on les rend, c'est bien. Il y a 26 objets qui ont été rendus au Bénin. Apparemment, il y en aurait 90 000 en France, il en reste 89 184. Le travail reste encore à faire et cette question des restitutions elle s'articule aussi avec la question de réparation qui est aussi une question fondamentale à la fois sur l'esclavage et à la fois sur la question de la colonisation. Donc les chantiers sont loin d'être ouverts. Je vais rester uniquement sur l'art pour le coup. J'étais il y a 2 semaines à Yaoundé, j'étais avec 2 universitaires et justement on parlait de ça. Et il y en a un qui dit non, il ne faut surtout pas nous les rendre parce qu'on n'a pas les moyens de bien les conserver. L'autre dit non, on les récupère, c'est notre problème, tant pis s'ils sont détruits. C'est vrai que le rapport qui a été fait par Bénédicte de Savoie et Frédéric Sarr sur la question est assez intéressant, puisque c'est ce que disait Martin, finalement, la décision elle ne nous appartient pas. Si ces pays-là veulent récupérer les œuvres d'art, on les rend. Et tous les pays d'ailleurs sont pas à l'égalité. Sur la conservation, il y a des pays où cela peut très bien se faire. Entre parenthèses, je crois qu'il y a un petit pays qui s'appelle la Grèce qui attend toujours de récupérer les frises du Parthénon qui sont en Angleterre. Donc, ouais, c'est un petit peu toute la philosophie du rapport qui pose ces questions de conservation, bien sûr, mais bon, la décision, quelque part, c'est plutôt les pays propriétaires à la base qui doivent la prendre. Et nous, les accompagner au maximum, comme ce qui a été fait pour le Bénin, puisqu'on a
26 œuvres qui ont été rendues au Bénin ont été faites dans un cadre. Donc, comme disait Martin, au niveau des chiffres, on passe de 26 000 à 89 000. Donc, c'est pas du tout la même question. Oui, ben, moi aussi, je rejoins les deux autres intervenants sur la question des restitutions. Il est important, quand on a une demande qui est faite officielle, de le faire. On a une bonne dynamique avec la restitution des œuvres d'art au Bénin. Malheureusement, depuis, ça stagne. Et évidemment que ça s'inscrit aussi dans notre histoire et dans cette histoire coloniale. On ne peut pas dissocier ces deux choses. Et il est important d'accompagner, en tout cas, donc il reste encore beaucoup à faire. Je ne sais concrètement pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, cela dépend et de la France et des pays qui doivent recueillir ces œuvres d'art. En tout cas, un certain nombre de rapports ont été faits. Une commission qui a travaillé pendant des années justement à la manière dont devaient être restituées ces œuvres d'art a donné des conclusions qui étaient de dire que la symbolique était importante, les demandes étaient importantes et que c'était bien évidemment aussi une forme de réparation. Moi je suis très très pour la restitution des œuvres d'art. Et ensuite sur les élections au Sénégal, ce qui s'est passé, on a quand même eu un élan démocratique. En tout cas, le Sénégal a montré que c'était possible en Afrique. On a trop souvent tendance, et puis en plus la réalité est telle que oui, il y a des difficultés politiques aussi dans un certain nombre de pays africains. En tout cas, on a montré que c'était possible, que la démocratie pouvait fonctionner. Le candidat élu, Bassirou Diomaye Faye, avait déjà évoqué la question de cette histoire coloniale et aussi de cette reconnaissance qui était importante à faire aussi bien en France qu'au Sénégal. Je pense qu'il ira, lui, dans la continuité de ce qu'avait fait Abdoulaye Wade en créant cette journée du tirailleur. Et nous, en tant que militants et politiques, en tout cas, on le sollicitera pour que ce travail de mémoire soit fait. Cette question de restitution, moi j'ai la chance de connaître la ministre de la Culture du Congo-Brazzaville et j'ai eu une discussion avec elle et elle me disait effectivement que c'était une vraie problématique, qu'ils n'avaient pas les moyens de s'occuper des œuvres et ils n'avaient pas les moyens de les protéger comme elles étaient protégées en France. Et il s'avère qu'au Congo, il y a deux musées, c'est des musées privés qui sont sponsorisés par les compagnies pétrolières parce que c'est un pays qui produit du pétrole. Et une des questions qui est derrière, enfin il y a deux questions il me semble, il y a le transfert de propriété. Est-ce que la propriété commune, qui est la propriété de l'État, puisque on parle des œuvres qui sont dans les musées nationaux, donc bien commun, est-ce qu'on doit les transférer des intérêts privés en Afrique? C'est une des questions, je pense. Et la deuxième question, il ne faut pas occulter le marché privé des œuvres d'art africaines. Il suffit d'aller voir les catalogues de Drouot. Il y a un énorme, c'est énorme ce qui passe dans le privé et qui passe vers là, qui mérite aussi d'être retourné en Afrique. Mais là, pour le coup, cette question de la restitution, je ne sais pas si elle s'applique. Voilà. On met le focus sur la restitution des biens qui sont dans le patrimoine commun, on va dire, pour moi, peu importe qu'il soit. C'est un patrimoine commun, après, qu'il soit labellisé en Afrique ou en France. Il faut le partager pour moi. Voilà. Les œuvres doivent circuler comme les œuvres en fait. Voilà. Je pense que Doudienne peut bien compléter sur la question des restitutions. Elle travaille dessus. Sur la restitution, pour répondre à la question qui a été posée, et c'est tout simplement que j'ai présenté la première résolution pour la restitution en 1974. Je suis le délégué du Sénégal et j'ai présenté la résolution et à l'ONU ont présenté les résolutions également le Congo. Et donc, pour dire trois choses simples, très simples, la restitution symbolise ce dont nous avons parlé avec les tirailleurs parce que c'est quelque chose de paradoxal mais qui est la contradiction au sein de la domination coloniale. C'est qu'on domine dans toutes les dominations historiques qu'on connaît, on sait que ceux qui ont dominé ont toujours pris des objets divers des peuples dominés. Mais le premier point qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que
Ce dont, moi, quand j'ai présenté la résolution, nous ne parlions pas de restitution des œuvres d'art, nous parlions de la restitution des biens culturels. Et donc, c'est absolument différent. La deuxième chose, c'est que la restitution des biens culturels a abouti. On a créé un comité à l'UNESCO de restitution qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et il y a des objets qui sont en train d'être restitués, à la fois des objets masqués autres, mais des parchemins, des documents, etc. Mais tout ça dans la discrétion, c'est la règle dans ce domaine. Et le troisième point vraiment important, c'est que la question de la restitution pose la différence de la conception de la culture entre l'Occident et l'Afrique et les pays du Sud. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que les masques et les autres qui ont été pris chez le Togo, ailleurs, ont été pris par des gens qui avaient une conception de la culture où les gens qui avaient fait ces masques étaient des inférieurs sur le plan biologique, culturel, etc. Ce qui veut dire qu'ils ont de la culture une conception esthétique. C'est l'esthétique qui les intéressait, donc la forme du masque, mais pas l'éthique et le spirituel, c'est-à-dire ce qui est les sources profondes de la création de ce masque. Et c'est le problème de fond, pour conclure simplement. Et c'est ce qu'actuellement amène le néolibéralisme à transformer la culture en quelque chose de purement esthétique, de le déconnecter de l'éthique, c'est-à-dire les valeurs. Et donc le sujet de la restitution n'est pas seulement le problème de la restitution, mais la manière dont la culture a été historiquement instrumentalisée comme esthétique et comment elle est actuellement instrumentalisée par le néolibéralisme, parce que c'est l'esthétique qui favorise, qui est la seule forme possible du marché. Au cœur du néolibéralisme, il y a le marché. On vend du masque. Et les masques africains sont très chers. Et donc, on touche là à des questions de fond qui vont très loin et qui concernent le monde actuel. Ce dont Merci Doudou pour cette belle conclusion, du coup. Didier, Michel, Martin, Anthony, merci pour cette chance de table qui a été riche, qui, je l'espère, vous a plu et vous a en tout cas questionné et ouvert, notamment sur les questions contemporaines. Et on espère vous revoir bientôt et vous proposer d'autres formats comme celui-ci. Merci en tout cas.